Chers amis, chers camarades, dans la ville où j'ai mon ancre, Dieppe, dans ce port d'attache qui est le mien, d'une ville populaire, ouverte sur l'extérieur, j'ai eu la chance, dans ma jeunesse militante, de rencontrer un déporté. Il s'appelait Charles Pieters. Il pesait 34 kilos en sortant de Buchenwald. Il avait assuré la sécurité de Marcel Paul dans ce camp de concentration. Et il m'a formé et déformé de beaucoup de points de vue, mais formé. Et le principal message qu'il m'a porté était de dire, tu sais, quand ça tangue, quand ça bouscule, quand l'essentiel est en jeu, le rôle des cocos, bras ouverts, c'est de tenir le drapeau du rassemblement, c'est de ne jamais perdre de vue ce pourquoi nous sommes là, porter la voix des habitants, être utile aux habitants, et le faire sans aucune considération partisane et sans oublier ce que tu es et d'où tu viens. C'est d'une certaine manière par ces mots que je voulais commencer, parce que c'est ce que justifie que je sois heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, aux côtés de François comme compagnon de colère et de combat, mais aux côtés de tous ceux qui m'entourent. Merci à vous d'avoir répondu nombreux. Nous sommes, je crois, plus de 900 à participer à ces journées d'été qui sont d'ores et déjà une réussite. Cette initiative est partie d'une idée simple. À Dieppe, on dit chacun son pain, chacun son hareng. Une manière de dire on vit séparés, on vit seul et on ne partage pas. Mais quand on a le cœur à gauche, on est sur le partage. L'idée simple que nous avons impulsée, c'était de dire soit génération, l'après, debout, et tous ceux qui les entourent vivent dans des appartements séparés, en essayant chacun de faire son bout de chemin, soit nous décidons une période de concubinage, pour mieux se respecter, pour réfléchir ensemble, pour partager, et peut-être pour donner à voir notre capacité à incarner un projet d'avenir partagé ensemble. Un soir, autour d'une table, c'est bien de partager des moments autour d'une table. François, Alexis, Clémentine, Benoît, Ali Rabé se sont réunis, on dit il est temps d'arrêter de vivre en appartements séparés et de prendre des initiatives communes. Et ce jour-là, on a décidé d'organiser ces journées d'été, d'avoir stand commun à la fête de l'UMA pour donner une indication à la rentrée, pour faire en sorte d'une certaine manière de donner l'indication à ceux qui vont rabâcher dans toutes les langues there is no alternative, que non seulement on était prêt à travailler à l'alternative, mais qu'on était prêt à élargir le rassemblement pour crédibiliser le sérieux et pour indiquer fortement que pour gagner, il fallait être rassemblés. Le thème de nos universités d'été, rassemblés pour gagner. Ces journées ont été rendues possibles grâce à l'engagement des militants, des salariés de nos organisations respectives, et permettrait d'avoir un clin d'œil pour l'équipe opérationnelle de Debout qui a mis beaucoup d'énergie pour cela. Applaudissez les militants, sans eux, la fraternité et le bonheur d'être ensemble ne seraient pas au rendez-vous.
L'enjeu, c'est évidemment d'élargir cela dans la dynamique de Bagneux. Pour suivre la métaphore employée par François à Montreuil, nous partîmes 500. Mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 5000 en arrivant au port. Donner l'indication que, unis, nous sommes plus forts, voilà l'enjeu de ces journées. Je veux, pour terminer, vous dire que nous devons remercier chaleureusement Fabien Verdier, le maire de Châteaudun, qui nous offre une hospitalité chaleureuse et qui a facilité les journées d'aujourd'hui. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ça va Châteaudun? Bon, bienvenue à toutes et à tous, cher François. Je salue les 3 organisations, Génération, l'Après et Debout, qui nous rejoignent ici à Châteaudun, à l'espace Malraux, à Léo-Lagrange. Merci à toutes les équipes, je vois Marianne, Arlette, nos élus, Mickaël, qui ont aidé aussi à organiser cela. Je vous précise que je suis Fabien Verdier, maire de Châteaudun, président du Grand Châteaudun sans étiquette. Et je vais vous faire un discours en 2 points. D'abord parler de ma ville, et ensuite parler des villes sous-préfectures, les 235 villes sous-préfectures qui maillent la France, les Outre-mer, Saint-Pierre en Martinique, Calvi certaines en Corse, ont beaucoup besoin d'aide pour les hôpitaux, la sécurité, la santé, l'industrie. Nous sommes là pour l'intérêt général. Châteaudun, c'est quoi? C'est 13 200 habitants, ville sous-préfecture du sud de l'Eure-et-Loire. Nous en avons 3 en Eure-et-Loire. On a 58 monuments classés et inscrits. La place des Cordeliers par exemple, la porte du Chandé que vous avez dû voir à côté de la piscine. On a à peu près 160 bâtiments publics, 18 équipements sportifs, 3 lycées. Châteaudun pour moi c'est une ville idéale. On a 250 associations, on a une médiathèque de la culture, on a un théâtre à l'italienne de 280 places. Voilà. Vous avez tous les renseignements là-bas, il y aura un stand sur les villes sous-préfectures et Grand Châteaudun Tourisme, c'est un épi qu'on a créé qui est là-bas. Avec tous les atouts territoriaux. On a 4100 lits touristiques, vous avez des brochures, etc. Mais il y a un mais. Et je vais vous dire ce que je pense et ce que je ressens en tant que maire sans étiquette de Châteaudun. On a perdu à peu près 3500 emplois à Châteaudun en 30 ans, 40 ans. Public et privé. La mondialisation, les départs d'usines, la GSP, Flextronics, 600 emplois, plus les sous-traitants. Le départ de l'armée de l'air, on a perdu 3 sites militaires. Et Tamat, 200 emplois. Ça fait 30 ans que le site est fermé, 60 hectares. L'État ne se bouge pas pour nous le restituer. On a des investisseurs qui peuvent créer 500 emplois. Bref, 13 000 habitants, quand on perd 3 500 emplois, vous voyez que c'est la saignée. Et qu'est-ce qui se passe en Eure-et-Loire? On a 363 communes. En juin 2024, Jordan Bardella était en tête dans 360 communes d'Eure-et-Loire sur 363. Dans l'Eure, il y a 4 députés sur 5 RN. Dans l'Aisne, c'est 5 sur 5. Colombey, les 2 églises et RN. L'Aude, etc. De Perpignan à Nice. Pourquoi? Je vais tenter de donner une réponse. On a créé ce mouvement des 235 villes sous-préfectures parce qu'en fait, il y a déjà l'État, il y a la sous-préfecture. Nous, elle est ici, rue Jean Moulin, mais il n'y a plus que 7 personnes dedans, dont le chauffeur. J'ai l'habitude de dire, c'est entre 5 et 10. C'est pareil à Vendôme, à Romorantin. C'est la France de Langon, j'ai vu des gens du Gard, c'est la France d'Alès et de Vigan, etc. On a beaucoup d'adhérents avec Nadine, Bernard, Antoine, on a travaillé. Et on est des villes où on a un taux de pauvreté élevé. Prenez Céré, le maire de Céré, Pyrénées-Orientales, il me dit qu'il a 18% de ses habitants qui sont en fragilité psychologique. 12 000 euros de revenus médians. Pareil à l'Espar-Médoc, en Gironde, ville sous-préfecture de Gironde qui a 7 000 habitants, au cœur du Médoc. Et on est ces villes où on a été oublié par la droite et par la gauche. Par la droite, par le centre et par la gauche viscéralement. Et donc, les personnes s'orientent vers les extrêmes ou en ne votant plus. Pareil sur les GHT, groupements hospitaliers de territoire, il faut revenir dessus. C'est pas normal que Blois, pour prendre le Loir-et-Cher, le GHT soit à Blois, et Romorantin et Vendôme, les 2 villes sous-préfectures, sont dépendants. Projet médical partagé, système d'information, dossier patient, etc., etc. Et donc on a filialisé nos territoires. Je pense qu'il faut revenir sur la politique monétaire. L'indépendance de la Banque centrale est une hérésie. Et qui pousse ça finalement? Enfin pardon, c'est Trump aux États-Unis. À un moment donné, si t'as pas la politique monétaire, le policy mix, tu es en difficulté. Moi je écrivais à un ministre récemment qui me proposait un projet négatif. Je lui ai mis dans mon courrier, nous ne sommes pas la poubelle de l'Île-de-France. Il faut aussi le comprendre parce que on nous met tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut plus. Et quand je vous dis qu'on nous a filialisé,
publics et privés. Quand tu as fermé un tribunal dans une ville sous-préfecture, que tu as fermé la maternité, donc les gynécologues obstétriciens, les greffiers, les magistrats, que tu as fermé, que tu as mis le 80 à l'heure, que tu nous as éloignés des autres centres, hein, Chartres et Orléans pour nous, que tu as fermé l'industrie, que la sous-préfecture n'a plus ses cartes grises, que tu as fait des grandes régions, Bressuire pour la Nouvelle-Aquitaine, t'es loin de Bordeaux, Vitry-le-François en région Grand Est, que tu es loin de Strasbourg, etc., etc., que ton DREAL est plus puissant que ton sous-préfet, que t'as plus personne en sous-préfecture, en fait, t'as flingué les villes sous-préfectures. Et la République, en fait, l'État n'est plus la République et on a tué ces villes-là. Par le public et par le privé, par des successions de décisions pendant 30 ans, gauche et droite confondues, qui font qu'on a jeté ces villes, ces territoires, qui convergent environ 12 millions d'habitants avec les bassins de vie, hein, de Langon à Redon. On sait qu'il n'y aura plus de loi qui passe, mais on demande un plan d'action, 15 sont sans coût sur 21. Donc voilà, vive les sous-préfectures, merci d'être présents, et pensez à la sécurité, pensez à la santé, pensez à l'industrie et au PIB. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est manger à la fin du mois. Nous, on vient d'accueillir, on a Safran, il y en a un qui est là, alors c'est jamais assez, mais on a Safran, qui verse de l'intéressement, de la participation, ils font les servovales des avions, on a près de 400 salariés, on a Vorwerk. Quand tu habites Châteaudun et que tu as un CDI et que tu as 2200 € par mois net, que tu peux avoir un peu une prime à Noël, etc., c'est pas parfait, mais c'est mieux que la logistique, c'est mieux que les petits emplois précaires à temps partiel, etc., etc. Il faut que la gauche retrouve à 2000% le chemin de l'industrie. Le PIB, c'est la condition du développement de nos villes sous-préfectures et de la survie de la République. Merci à tous. Bravo, très bien, très très bien. Vous êtes nombreux, vous êtes belles et beaux, vu d'ici. Et je pense qu'on peut tous et toutes s'applaudir déjà. Voilà, de voir le nombre qu'on est ce matin. Et la journée ne fait que commencer. Des personnes vont nous rejoindre, je pense, au fil de la matinée. Je voudrais commencer par dire un grand merci à Fabien Verdier, le maire de Châteaudun. Sébastien, tu l'as dit, mais voilà, qui a rendu possible l'organisation de ces journées sur ce site qui est exceptionnel, qui nous accueille et vous allez en profiter toute la journée. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des équipes organisationnelles et politiques qui ont travaillé d'arrache-pied en fait depuis plus de 2 mois pour monter cet événement aux petits oignons et qui sont sur place depuis mercredi pour installer le site. L'ensemble des bénévoles également et des prestataires, parce que la question de l'opérationnel et de la technique, en fait, c'est éminemment politique. Si on est en capacité d'avoir cet événement qui roule, c'est parce que on a les militants qui ne comptent pas leurs heures, qui parfois travaillent jusqu'à des horaires très tardifs pour nous permettre de dérouler et de faire en sorte que l'objectif politique, lui, soit atteint. Donc je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois et on va continuer de les applaudir dans la journée jusque ce soir. Et évidemment, si on a cet enjeu de réussite de ces journées d'été, vous le savez, c'est parce qu'on a aussi pas seulement, mais un contexte politique qui est extrêmement instable, qui est fragile, avec beaucoup d'incertitudes devant nous. Beaucoup d'incertitudes qu'il faut être en capacité de combler, et il faut qu'on puisse se préparer à l'ensemble des scénarios qui sont en face de nous. Notre famille politique, celle des unitaires, elle porte une énorme responsabilité dans la période, une énorme responsabilité. C'est une responsabilité que nous ont donnée notamment 9 millions d'électrices et d'électeurs du NFP en juillet 2024. Ces électeurs et ces électrices nous ont dit une chose très simple et très claire, il y a plus d'1 an. Rassemblez-vous, arrêtez de déconner, c'est maintenant, il faut absolument battre l'extrême droite qui est en capacité de prendre le pouvoir dans notre pays. Puisque, on le sait, une fois que l'extrême droite a les clés du pays, elle ne les rend pas facilement. Donc battre l'extrême droite et virer les macronistes du pouvoir. C'était ça l'enjeu il y a 1 an, c'est toujours cela l'enjeu. Et du coup, cette responsabilité-là, elle n'a pas changé. Il faut que nous soyons en capacité de continuer, de porter ce bâton de pèlerin des unitaires, puisque nous sommes dans la même situation. Et que par rapport à il y a 1 an,
la situation dans laquelle se trouvent les citoyens de notre pays, les habitants, s'est encore dégradée. Elle s'est encore dégradée. Donc, nous devons rester fidèles à cette promesse que nous avons faite il y a un an, qui est une promesse d'unité, mais sur un programme, sur une base programmatique. Un programme de rupture, un programme de transformation sociale et écologique. Et je rebondis sur ce que disait Fabien Verdier. Évidemment qu'on a besoin de remettre de l'industrie. En fait, le fil dans votre intervention, c'est aussi remettre du service public. Remettre du service public partout. Faire en sorte qu'on écoute, on parte des besoins. Qu'on parte des besoins et qu'on soit en capacité, en fait, de répondre aux besoins de la population sur l'ensemble du territoire. Donc maintenant, je pense que le signal qu'on envoie aujourd'hui, il est extrêmement fort. Sébastien, tu disais, est-ce qu'on fait appartement séparé ou est-ce qu'on fait concubinage? Je pense que, vu le nombre qu'on est et la journée qui s'annonce, on est peut-être, j'espère en tout cas, en train de créer peut-être une maison commune. On peut peut-être aller au-delà et se dire qu'on devrait être en capacité de créer une maison commune. Unité. En tout cas, ce rapprochement-là, il a aussi été permis par le fait que dans l'ensemble des villes où nous avons des militantes, des militants, il y a déjà des liens qui sont créés. Parfois, les camarades n'ont pas attendu que les équipes nationales prennent des décisions pour se mettre dans des salles, se mettre autour d'une table et mettre en place des initiatives communes. Et je pense qu'il faut aussi se saisir de cette journée-là pour se mélanger, pour échanger entre militants des organisations. On a l'occasion sur une journée de continuer à créer du commun, de renforcer ce commun entre nos trois organisations parce que nous portons ce bâton de pèlerin des unitaires et je pense que beaucoup de personnes comptent sur nous pour faire ce lien et faire en sorte que le NFP relève la tête et qu'on soit en train de préparer l'ensemble des échéances qui sont devant nous si demain il y a une dissolution, les présidentielles, les municipales bien sûr. Donc saisissons-nous de la journée, continuons à créer ce commun-là. Je vous souhaite une excellente journée, profitez de l'ensemble du programme et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, ces journées de l'après, là, qu'est-ce qui vous amène personnellement? Alors, journée de l'après, moi je suis à l'après, mais c'est une journée de l'après et de génération et de debout avec les militants et des leaders de ces trois mouvements. Et pour moi c'est important. Voilà, vous avez l'espoir que ça se concrétise, cette union de la gauche enfin? Écoutez, moi je suis une militante de l'union depuis longtemps. Je pense que sans union on peut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes. Voilà, je pense que chacun garde sa personnalité, mais que la gauche doit s'unir pour pouvoir gagner et parce que ce qui nous soude est plus important que ce qui nous divise. Je pense que le socle commun, d'ailleurs, le programme du nouveau Front populaire a montré que le socle commun existait. De LFI jusqu'au PS, pour le PS qui veut bien de l'unité avec LFI et pour LFI qui veut bien de l'unité avec le PS. Et donc voilà, c'est assez pour convaincre qu'on peut amener une autre politique. Et puis il y a des points qui sont identifiés comme des points de discussion entre nous qui peuvent être menés dans les années qui viennent. Donc je pense que dans la situation actuelle, c'est très important de réaffirmer la possibilité d'unité de la gauche, oui. Bien sûr, mais l'urgence c'est ça, c'est de ne pas laisser l'extrême droite arriver aux manettes, parce que comme a dit la personne tout à l'heure, la droite quand elle prend le pouvoir, elle ne lâche plus. L'extrême droite quand elle prend le pouvoir, elle ne lâche plus, la droite aussi, et puis la droite là du coup est poussée de plus en plus vers l'extrême droite. Donc c'est absolument important. Et puis ce n'est pas que contre, je pense qu'il y a assez de solidité sur les questions de l'impôt, des services publics, pour qu'il y ait que ce soit pas simplement contre l'extrême droite, que ce soit pour mener une autre politique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Pour les camarades qui n'ont pas pu venir de l'après, qui sont loin, et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous encourager? Je pense que la grande question du moment qui est posée, c'est qui va payer. Qui va payer le carnage budgétaire fait pas Macron? Qui va payer son chaos financier? Est-ce que ça doit être les salariés?
Est-ce que ça doit être les retraités? Est-ce que ça doit être les malades de longue durée? Ou est-ce que ça doit être les rentiers, les héritiers, les financiers? Et au fond, c'est là qu'est l'espérance, parce que dans notre pays, 80% des Français pensent que ceux qui doivent payer, ce sont les rentiers, les héritiers et les financiers. Donc, on a une grande chance que cette question, la question fiscale, soit posée. Et je pense que c'est la seule grande question populaire de masse du moment dans le pays. Et on doit la travailler parce que, d'évidence, les gens sont avec nous là-dessus. Merci beaucoup. Une question subsidiaire. Le 10 septembre, c'est un peu trop tôt pour en parler ou Ah non, bah non, c'est pas trop tôt. Moi, je pense que, de toute façon, je suis toujours partisan des urnes et de la rue. Le Front populaire 1938, c'est on gagne dans les urnes, mais derrière il y a la rue. Le problème de mai 68, c'est qu'on a eu les rues et on n'a pas eu les urnes. Le problème de mai 81, c'est qu'on a eu les urnes mais on n'a pas eu la rue. Et donc, moi je suis toujours partisan. Et si on veut, vous savez, la bataille, quand je dis qui doit payer, les privilégiés vont pas abandonner leurs privilèges tranquillement, paisiblement, démocratiquement. Ils vont les abandonner parce qu'il y aura de la pression, parce qu'il y aura de la pression à l'Assemblée, mais parce qu'il y aura de la pression dehors aussi. Donc voilà, les deux doivent marcher de manière jointe. Il va y avoir ta casse, c'est-à-dire que les gilets jaunes ne sont pas morts, ils vont revenir. Ben, on verra bien. Moi, je n'ai pas de boule de cristal dans laquelle je prédis l'avenir. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. Je sais que quand le peuple redresse la tête, combat la résignation, je suis à ses côtés. C'est le cœur de la France, quoi. Je veux dire, quand on part, c'est pas moi, j'ai dit qu'on part au Canada, quand on dit qu'on est français. Ah ouais, vous la politique, vous êtes vachement politisé. Je pense qu'il y a une fierté, la fierté du nom en France. Hein, c'est Malraux qui disait ce nom qui monte des temps depuis Antigone et donc jusqu'au nom de De Gaulle, mais c'est le nom de Villepin et Chirac à la guerre en Irak, c'est le nom des Français au traité constitutionnel européen, c'est le nom qui s'est élevé des Gilets jaunes et c'est le nom qui était déjà là, dont on va fêter l'anniversaire des 30 ans, le nom au plan Juppé, c'est-à-dire c'est les débuts du libéralisme et dès ce moment-là les Français disent non et le plan Juppé et le plan Bayrou c'est quasiment la même chose et 30 ans après ils continuent à dire non. Aujourd'hui, ce qui fait de nous des semblables, en fait, c'est très englobant cette vision, je veux dire, holiste de ce que nous sommes les Français. Et je dis avec d'autant plus d'emphase que moi, je suis arrivée immigrée en France à l'âge de 14 ans, j'ai la nationalité française depuis l'âge de 25 ans. Donc j'étais de la foi des nouveaux convertis sur la France. Mais moi, c'est facile pour moi d'être française, si d'être française, c'est l'égalité, la fraternité, la liberté. C'est facile de le comprendre. Et quand on me dit oui, mais alors attention, regarde, les ouvriers aujourd'hui votent plus RN alors que les employés, etc. Mais déjà, quand on fait des catégories, on se fait peur avec cette idée du vote ouvrier. Tu as très bien répondu, déjà sur le fait que il y a beaucoup d'abstention, etc. Mais aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'ouvriers. Donc aujourd'hui, la classe prolétaire, je termine, ce sont les salariés, ce sont les employés. Aujourd'hui, vous êtes vendeuse chez Sephora, vous habitez dans la Grande Couronne, vous allez bosser à Châtelet et que pendant la journée, vous essayez de prendre en cachette du patron 2 minutes pour regarder sur Pronote les notes de vos enfants et les devoirs du soir. C'est ça aujourd'hui, la vraie classe travailleuse. Et les ouvriers, comme on dit, ils sont, pour nombreux d'entre elles et eux, c'est leur chance, très bien, mais dans des pavillons, parce qu'ils ont des salaires en fait plus importants que la vendeuse de chez Sephora. Donc tout ça, ça fait du commun. Moi j'ai beaucoup d'espoir et je pense qu'il faut être pétri de cette conscience de notre majorité. Je vois bien le delta avec l'expression politique, je le vois bien, je suis pas naïve. Mais je pense qu'il faut jamais qu'on parte minoritaire, il faut se décrotter du regard minorisant de nous-mêmes. Nous sommes la France, la République, quelle que soit notre civilisation, notre religion, notre présence géographique, nous sommes la République française. Merci, on va avoir des municipales très prochainement, mais aussi au niveau national. Eh bien c'est facile, parce qu'évidemment si j'avais la réponse, je serais toujours depuis 12 ans dans l'opposition à Hélène Beaumont. Je commence par cette blague, mais pour vous dire aussi, c'est une chose importante, parce que j'imagine que dans cette salle, si vous venez à cette conférence, c'est peut-être que vous êtes très confrontés au sujet sur votre territoire,
et vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer des gens complètement déprimés en disant, comme s'ils avaient l'impression que c'est leur faillite personnelle qu'il y ait des gros scores du RN sur leur territoire. Vous dire quand même que les vagues de fou, ça se combat pas tout seul avec ses petits bras et ses petits tracts dans son bled. Parce que moi j'en ai fait du porte-à-porte, où tu fais 40 portes dans la journée, peut-être que tu arrives à convaincre 2 personnes, à retourner 2 personnes, et ça c'est les bons jours, et que pendant ce temps-là, tu as des gens qui rentrent dans le salon de tout le monde par la télé, et que du coup voilà, faut relativiser notre poids individuel. On a une responsabilité collective. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on discute aujourd'hui, c'est voilà, des stratégies concertées qui là commencent à avoir du poids au niveau national, pas juste pour... Ta question est très défensive, tu dis comment on arrête de nourrir le RN. Moi j'aimerais bien qu'on le fasse reculer, quoi. On va être beaucoup plus ambitieux évidemment que ta question, mais juste pour vous dire que après 11 ans maintenant d'opposition dans une vie de Rassemblement National, j'ai vu d'à peu près 1 comment il gagne, 2 comment il gouverne, et 3 comment il maintient le pouvoir. Et ça c'est vrai que c'est des trucs que vous vous rendez pas compte au début du savoir que vous engrangez, parce que vous êtes occupé à essayer juste de survivre, mais voilà, enfin moi j'ai vu premièrement qu'ils ont gagné la ville en 2014 et c'était pas par hasard. Parce que il y avait un maire qui a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation quand même, qui c'était un maire de gauche, il faut souligner, et que quand Marine Le Pen débarque de Saint-Cloud, précisons-le, où elle habite toujours. Moi quand on me dit ouais, Marine Le Pen elle est fille d'ouvrier, ah bon? Ouais, et puis en plus, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de post-vérité à un moment, vous savez que c'est son père? Non, c'est Jean-Marie Le Pen. Bah ouais, mais elle est fille d'ouvrier, non, on l'a pas du tout, dans un château à Saint-Cloud, on savait pas. Donc il y a quand même un truc comme ça de post-vérité qui est fort, mais bon, ils se nourrissent quand même, elle arrive, c'est la chevalier blanc anti-corruption, et elle dénonce le maire, alors nous aussi, mais sauf qu'elle a plus d'écho, et que quand le maire socialiste à l'époque faisait racheter, je ne vais pas qu'il n'y a pas de socialistes dans la salle, je crois qu'il y a plutôt des anciens socialistes, mais à l'époque là, il a été exclu du Parti socialiste avant d'être mis en prison, je vous rassure, mais quand la Voix du Nord sortait les premiers articles pour dire la brigade financière est en mairie, ils avaient retrouvé comme un coffre-fort avec 11 000 euros en petite coupure dans un coffre-fort derrière eux. Ils disaient quoi? J'ignorais l'existence du coffre, ça doit être le maire d'avant, oui, sauf qu'avant c'était les francs, donc vous voyez, rien n'allait. Et donc la Voix du Nord racontait tout ça. Donc comment on fait? That is a question. Premièrement, arrêtons de faire les premiers de la classe. Moi je me rappelle en 2011, grosse campagne, c'était départementale et régionale, enfin il y avait départementale et régionale pas très loin, et on avait j'étais en Picardie avec notre instance de Picardie, puis il y a un mec, genre, je sais pas, 50, 60 ans, en larmes, qui me dit j'en peux plus, c'est horrible. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit j'étais candidat au départemental. Il me dit vous savez, moi dans mon village, madame, au conseil municipal, ça fait 3 mandats, j'ai tous les budgets, j'ai 1500 pages, je travaille tous les soirs mes internes, je suis même le maire il est moins que moi, les délibérations, je fais tout de l'un, et là ils ont présenté un mec, on sait même pas qui sont, on sait même pas s'il a dit que là il a fait 43 et j'ai fait 2. Et oui, parce qu'en fait les élections c'est pas le concours général. Et donc, je crois que parfois, on veut être les bons élèves. Moi, je vois à la région, dans le groupe vert, tout le temps, on aurait dû faire ça en plus, ça en plus. Mais on est déjà ceux qui interviennent le plus. Ou même, l'équipe de Xavier Bertrand dit, merci les verts, franchement, vos inter, c'est nickel, on apprend même des trucs, c'est intéressant. Mais c'est pas, dans les musiques, ça intéresse quand même pas grand monde. C'est-à-dire que comment on fait, et comment on fait savoir, et comment on raconte, et comment on provoque des émotions chez les gens. Et ça, le RN, ils ont su le faire. Ils ont pas eu peur de dire, dans les émotions, c'est sale, nous, on s'adresse à la raison. Non, en fait. Par exemple, très utile, l'humour. Moi, je peux vous dire, les premières conseils municipaux, ils criaient, je criais, je recriais. Du coup, ils coupaient mon micro, du coup, je devais parler encore plus fort. Du coup, ils disaient que j'étais hystérique, et du coup, je disais qu'elle était sexiste. On a fait 15 fois ce sketch. Tu progresses, c'est-à-dire que tu deviens de plus en plus fort, t'as gueulé en disant non, j'ai sorti de ma timidité assez rapidement. C'est un moment où tu te dis, en fait, je suis en train d'essayer de devenir meilleur qu'eux, à leur propre jeu, sur un truc qui me rend pas fier de moi. Je dis, j'ai survécu, c'est bien, mais est-ce que je suis fier de ce que je deviens? Non. Et par ailleurs, quand tu fais un combat de poids avec un cochon, tu peux gagner des manches, mais sauf que toi, tu es sale, parce que tu es dans la boue, et que lui, il aime ça. Donc, que tu gagnes ou que tu perdes, bonjour à toutes et tous. D'abord, vous dire le plaisir que nous soyons rassemblés, l'après, debout, génération, pour cette première
journée d'été, je me rappelle l'université d'été. Je suis très heureuse qu'on le fasse aujourd'hui à Châteaudun. Et le fait que nous ayons cette table ronde des gauches et des écologistes dans leur diversité pour tenir un discours qui est un discours commun. C'est fondamental sur la question qui est la question cruciale. Comment redresser notre pays? Alors moi, je voudrais vous parler de deux niveaux. Il y a un premier niveau, c'est des solutions de court terme face au blocage devant lequel se trouve notre pays. Et le deuxième niveau, c'est comment on arrive à enclencher une révolution de fond, copernicienne, dans la façon dont est aujourd'hui géré l'État. Donc d'abord, l'urgence budgétaire, parce que, tu viens de le dire, j'ai pris une initiative hier, je réfléchissais, je me dis mais comment on se sort de là tout de suite, on a quand même un budget qui doit être bouclé pour 2026, des Français qui sont pour la justice fiscale et un gouvernement qui nous met la tête à l'envers en nous faisant passer des choix politiques pour de la fatalité, pour des évidences. Il n'y aurait pas d'alternative, on connaît la chanson depuis Margaret Thatcher. Or, si on en revient au peuple, il y a une possibilité de dénouer la situation. Et donc je propose très simplement un référendum, pas avec le tout de ce qu'on raconte là, mais juste 3 mesures. 3 mesures de justice fiscale qui permettent de faire rentrer de nouvelles recettes dans le budget de l'État. Pourquoi je veux faire ça? D'abord parce que c'est l'aspiration des Français, on le sait, on l'entend, à la fois ils nous disent on paie trop d'impôts, le mot d'impôt est malvenu, et je les comprends, parce qu'on les ponctionne toujours plus et ils en ont toujours moins. Et deuxièmement, parce qu'il faut bien trouver une solution à la situation dans laquelle Macron, Bayrou nous ont mise, c'est-à-dire qu'ils ont pris dans la poche de ceux qui ont le moins, sans arrêt, remplir celle de ceux qui ont le plus. À un tel point qu'aujourd'hui, Bernard Arnault ou François Pinault paient 2 fois plus d'impôts, de taxes et de cotisations sociales que leurs secrétaires ou leurs chauffeurs. 2 fois. On aimerait, je prends mes restes pour des réalités. J'ai pris mes restes pour des réalités. 2 fois moins. 2 fois moins. Ça dit quelque chose, hein. Si on prend tous ceux qui sont dans cette salle, l'écrasante majorité des Français, nous payons, nous, 50% de taxes, de cotisations sociales et d'impôts, globalement. Et les milliardaires, les ultra-riches, eux, n'en payent que 27%. Et là, cette situation, elle est inacceptable. Tout simplement, avec 3 mesures de justice fiscale, non seulement on trouve les 44 milliards que François Bayrou veut prendre dans les poches des Français, à commencer par ces 2 jours fériés qu'il veut nous enlever après nous avoir enlevé les 2 plus belles années de la retraite. C'est quand même le scandale le plus énorme qu'on ait dans la période, l'audace la plus folle, l'indécence la plus dingue, mais nous pouvons même aller chercher encore plus d'argent. Donc ces 3 mesures, c'est la taxe Zuckman. On commence par là. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale et rejetée par le Sénat. Nous l'avons portée avec Eva, et moi je veux saluer le niveau, c'est Eva qui a rapporté la proposition de loi, et je veux saluer sa technicité très grande, qui nous a permis aussi de convaincre la majorité de l'Union. Tout simplement, Fabien, tu disais la bataille idéologique. En l'occurrence, quand on réussit des choses, il faut le dire aussi. La bataille idéologique sur la question fiscale, nous l'avons gagnée. Peut-être que nous n'avons pas gagné la guerre, mais nous avons au moins gagné une bataille idéologique. Pourquoi nous l'avons gagnée? Aussi parce qu'on était comme aujourd'hui. On est comme aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, communistes, socialistes, écologistes, les unitaires, les insoumis aussi. Et ce front commun fait que, évidemment, ça donne une force dans le débat public quand on s'appuie sur des intellectuels, quand on s'appuie sur des associations, et que, voilà, on a gagné la bataille de l'hégémonie culturelle sur la question fiscale. Et c'est pas rien, parce que la question fiscale, c'est pas une question technique, c'est une question éminemment politique. Et les grandes crises dans notre pays, elles naissent d'abord par la question fiscale. 1789, c'est la question fiscale. Les caisses sont vides, comment on va lever l'impôt? Eh ben, on va convoquer des états généraux et on espère prélever sur la bourgeoisie, et puis les choses se compliquent, et finalement, c'est l'abolition des privilèges. Mais beaucoup plus récemment, on parle des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes, ça naît sur une crise fiscale. C'est le gasoil. Et ça débouche sur une crise sociale, ça débouche sur une crise démocratique. Et je veux dire que ma conviction est qu'on est sur la même pente là.
On est sur une pente où on entre par la crise fiscale et il va y avoir un élargissement et la crise sociale va être posée, la crise politique va être posée et je viens de le développer après, mais il faut le prendre comme une chance pour nous parce que là on a un débat qui est sur notre terrain et on sent bien. Alors, ils nous font de la pédagogie à jet continu sur ton rapport, ils le démontent par tous les sens, par des fake news ou des petits bouts de machin, mais c'est eux qui sont sur le reculoir. C'est eux qui sont obligés de se justifier tous les jours dans les médias. Donc nous avançons, et moi j'ai la conviction que sur ce terrain-là, oui, nous avons le moyen de bâtir une large majorité idéologique qui existe déjà dans le pays, mais notre travail, nous, c'est de le transformer en majorité politique, et c'est ce que nous devons faire avec les unitaires, en élargissant les unitaires, en dehors de ceux qui, pour l'instant, ont encore un pied dehors, et en espérant qu'on soit de plus en plus large pour gagner cette bataille de la majorité demain. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ici, moi je suis favorablement surprise par le nombre de gens et de gens qui viennent de loin. On a rencontré tout à l'heure une dame, elle venait de Marseille. Venir à Châteaudun, c'est un peu paumé quand même. Un peu quand même, ouais. Je vous remercie. Je vous en prie. Pensez de votre journée, n'arrive pas. C'est super. Merci. Allez, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Bonjour. Ah, excellente journée. Attendez que je vous redites-moi ça. Très bonne journée, que des... voilà. Rassemblés pour gagner, on est bien parti. Ça donne de l'espoir, non? Ah bah ouais. Pour les camarades qui n'ont pas pu quitter le Lot aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dis de cette journée? Que c'était une belle journée avec des possibilités de construction de nouvelles forces à gauche de la gauche. Et pour ma part, j'appelle que nous soyons très nombreux à construire ce mouvement d'avenir.